Comment dire la règle d'animation? Anticipation. Avec de l'anticipation. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. Vous voyez ce qu'il fait avec sa bouche là? Bah, je peux pas le faire là. Parce qu'en fait, juste avant le tournage, j'étais chez le dentiste et il m'a anesthésié. Du coup, je peux pas ouvrir la bouche jusqu'au bout. Donc, voilà, désolé, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé. Normalement, ça devrait se réguler au cours de la vidéo. On va regarder ce que Saint Franck et Saint Oli disent sur l'anticipation. Le public doit être préparé par le prochain mouvement et l'attendre avant qu'il n'arrive concrètement. On peut rendre cela possible en précédant chaque action majeure par un mouvement spécifique qui anticipe pour le spectateur ce qui va se passer. Voilà, donc c'est clair, c'est quand un personnage se prépare à faire une action. L'idée c'est de donner l'information au spectateur qu'une action va arriver avant que celle-ci n'arrive. Par exemple, là il donne l'exemple de cette pose de Donald qui est une pose d'anticipation classique du cartoon. Et rien qu'en regardant cette pose, on sait ce qui va arriver. Il va se mettre à courir. Donc ça facilite énormément la lecture et la compréhension de ce qui se passe pour le spectateur. Mais ça va rendre aussi l'action plus réaliste, parce que c'est ce qu'on fait naturellement. Si je veux donner un coup de poing, je vais pas faire comme ça. Je vais d'abord mettre mon bras en arrière pour emmagasiner de l'énergie en quelque sorte, et ensuite frapper le malheureux. Si on reprend notre exemple de la balle et qu'on la fait traverser l'écran, vous voyez comment je rajoute du stretch à la balle quand elle prend de la vitesse. Voilà, elle se déplace, mais ça reste quand même assez mécanique. Donc on va voir ce qui se passe si je rajoute une petite anticipation au début. Voilà, donc je vais en arrière et je squash aussi un peu l'anticipation. Ça va lui donner un côté plus élastique, plus rebondissant. Encore une fois, c'est l'idée qu'elle emmagasine de l'énergie avant de partir. Ouais, et tout de suite, elle paraît beaucoup plus vivante. On a l'impression qu'elle prend son élan en fait. Et avec le squash que j'ai rajouté, c'est vraiment comme si elle prenait de l'énergie avant de partir. Encore une fois, c'est un principe qui permet de passer du mécanique au vivant. Donc très souvent, l'anticipation va dans le sens opposé du mouvement qui suit. Ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé dans mon animation stop-mo du couteau qui tue la tomate. Parce que juste avant de planter la tomate, le couteau fait une anticipation. Il va en arrière avant de la planter. Puis après, il remet un petit coup là pour être sûr, donc il y a une autre micro-anticipation. Et si on ne les met pas, le spectateur risque de rater le mouvement parce que ça va aller trop vite. Donc c'est très important de mettre ces anticipations. De la même manière, si on reprend notre bouncing ball de la dernière fois, on se rappelle, comme on avait vu pour Aladdin, qu'on peut mettre un personnage qui va se squasher, se compresser et s'étirer. Donc on pourrait prendre en fait notre pose squashed, compressée, et y mettre un personnage qui prend son élan pour après sauter en position stretch. Ça serait l'anticipation. Bon, en fait, c'est la célèbre cover du livre de Preston Blair. Et j'ai dessiné ce simplet parce que j'adore les nains de Blanche-Neige, j'adore leur animation, qui a été en grande partie dirigée par Fred Moore. J'ai souvent parlé de Fred Moore sur la chaîne, alors je vous mets en description les vidéos que j'ai faites sur lui parce que j'adore Fred Moore. C'est un amour. C'est lui qui a donné une caractéristique à chacun des nains. C'est lui qui a permis de les différencier au niveau de leur animation. Il a souvent fait ça dans les studios Disney. Les personnages qui se ressemblent, il devait leur donner des personnalités à chacune. Par exemple, les souris de Cendrillon, c'est lui. Les nymphètes de Fantasia ou les sirènes de Peter Pan, c'est lui. Et il existe une scène coupée de Blanche-Neige qui est assez rare, assez difficile à trouver, où il y a Grincheux et Prof qui s'engueulent dans la chambre. Et c'est trop beau de regarder les anticipations de Grincheux, parce qu'elles sont hyper prononcées. En fait.
You're a flop-bellied toad jelly. Oh, now you got me doing it. Regardez comment il va vachement en arrière. Et c'est pas comme Donald quand il veut courir. Hein. C'est simplement quand il discute, quand il argumente. Mais comme le trait de caractère de Grincheux, c'est d'être en permanence en colère, bah quand il te parle, en fait, il t'engueule. En fait, il fait des anticipations pour emmagasiner en fait l'énergie, de la colère, pour après te cracher ses méchancetés au visage, quoi. Si tu isoles en fait ces pauses, c'est super beau parce que c'est vraiment des pauses de colère pure. Vous vous rappelez de la pause de Donald qui est dans le livre, hein? Bah, c'est la même. C'est une pause d'anticipation typique du cartoon, et notamment de ce cartoon, Bip Bip et le Coyote de Chuck Jones, qui a pris le principe de l'anticipation comme programme conceptuel de toute la série. Donc si on doit résumer, Bip Bip et le Coyote sont deux personnages qui passent leur temps à courir. Donc tout au long du cartoon, tu vas avoir des pauses typiques d'anticipation comme ça pour le coyote. On doit presque se figer dans cette pause avant de partir. Et là où Chuck Jones va encore plus loin avec le principe d'anticipation, c'est qu'avec le personnage de Bip Bip, qui n'est pas très expressif, hein, c'est un petit oiseau avec une petite tête, il n'a pas de grandes ailes, il n'a pas de bras, enfin c'est surtout des jambes en fait, Bip Bip, c'est des grandes jambes parce qu'il court, et ben son anticipation, elle ressemble à aucune autre. Hein. Il ne se déporte pas en arrière comme Coyote, il peut lever une jambe comme ça à l'horizontale, ou alors il va s'élever dans les airs à la verticale, un petit peu comme une fusée en faisant un petit bruit comme ça, le... Moi j'arrive pas à le faire. Bon bref, vous avez compris. Et il part comme une fusée. Quoi. Ça c'est du génie. Parce que s'il n'avait pas ça, eh ben en fait on verrait juste un personnage disparaître de l'écran. Et on sait que quand il y a ce bruit là, il faut s'attendre à le voir disparaître. Tout le système comique de Bip Bip et le Coyote est basé sur cette utilisation de l'anticipation. Chuck Jones utilise des pauses d'anticipation très fortes pour créer une attente chez le spectateur qui va être trompé par l'action suivante. Ce qui doit arriver n'arrive pas. Et comme la mécanique du coyote est de ne jamais abandonner, le spectateur est lui aussi en anticipation permanente parce qu'à chaque fois que le coyote prépare un coup, on est dans l'attente du ratage. Et une fois qu'il a raté, on va être dans l'attente de sa prochaine idée, de son prochain stratagème. C'est cette anticipation qui maintient l'intérêt du spectateur. Donc toi, en tant qu'animateur, tu dois travailler ces pauses d'anticipation pour maintenir l'intérêt du spectateur. C'est ce que fait beaucoup la série Olive et Tom, avec ces longues pauses d'anticipation de joueurs qui sont en train de s'apprêter à tirer dans le ballon. Ça dure des plombes. Personne n'arrivera à arrêter le boulet que je vais tirer. Aton s'est mis en position pour tirer avec toute l'énergie dont il dispose encore. Je mets toute ma force dans ce tir. Et parfois ça sert même de cliffhanger pour lancer la pub. Incroyable! Les deux capitaines s'apprêtent à décocher en même temps leur terrible tir. La spécialité d'Olive et Tom et plus généralement des animés, d'étirer au maximum les pauses d'anticipation pour créer de l'attention et de maintenir l'attention. Et dans les films à prise de vue réelle, c'est la même chose. Hein. Vous vous rappelez de mon exemple du coup de poing? Dans Raging Bull, le film de boxe de Martin Scorsese, toute la mise en scène, tout le découpage est axé sur l'anticipation des coups de poing. Les coups en eux-mêmes sont rapides et secs, ils sont cut, mais l'anticipation de Sugar Ray est démultipliée. Un peu comme dans un cartoon justement, par le ralenti, le zoom sur ce gant de boxe, c'est l'anticipation qui crée le suspense. Mais au final, ce qui est marrant, c'est que c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure dans la scène coupée de Blanche-Neige. On a la même anticipation, le même suspense, avec la lente anticipation de Prof qui lève la main pour gifler Grincheux. C'est exactement la même chose. Bon, on va à Pixar. Ça fait plaisir de revenir ici. Bah oui. Pétard.
c'est les outils historiques de Pixar. Trop drôle. Quand je suis arrivé ici, mon premier bureau, c'était là où il y a les ordis là, dans le coin. Une petite visite rapide des studios. Ici, c'est le studio des pré-prod en fait, où ils font tous les stories, où ils préparent les prochaines productions. Très différent, mais super beau aussi. Et avec Edna là. Et pareil, ils ont leur salle de projection, le Ed Catmull Theatre. Et puis faire une petite pause, basket ou beach volley là-bas. Et ici, c'est tout ce qui concerne les parcs Disney, où ils conçoivent les attractions à West Village, ça s'appelle. Et le fitness center pour se remettre en forme. Ici, il y a un petit espace pour que les employés puissent faire des barbecues. Je me rappelle, le dernier jour du stage, on avait fait un super barbecue ici avec Jean-Claude, mon mentor, et les autres animateurs du studio. On y go ? Donc je suis avec Charlie, mon pote de MacGuff, c'est là qu'on s'est rencontrés, à Illumination, et aujourd'hui tu es à Pixar. Ouais. C'est génial, raconte-nous, le premier film sur lequel tu as bossé, c'était... Sur Buzz Lightyear, genre Buzz Lightyear. Et c'était comment ? Bah c'était ouf quoi, genre je sais pas, j'ai été embauché, pas la franchise Toy Story, mais il y a quelque chose un peu, voilà, je touche Buzz quoi. C'est la franchise Toy Story. Ouais, on peut dire ça. Ouais. C'est le spin-off quoi. Exactement. Comment ça s'est passé les premiers plans que tu as fait ? Alors en fait au départ, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils n'avaient pas de casting pour moi au départ, donc j'avais pas de plan. Ouais. Donc j'ai été pendant quelques semaines sur une pré-production et ils m'ont demandé de faire l'exploration en 2D sur des personnages d'une production à venir. Who knows? Mes premières semaines, mais après voilà, quand je suis arrivé sur Buzz, ils m'ont de suite cassé sur un plan qui était vraiment trop cool, c'est Easy, du coup, qui se jette en fait dans le deep space. Et en fait, j'ai trouvé que c'était assez magique parce que la manière dont ils ont casté mon plan, c'était exactement moi dans ma nouvelle vie à Pixar aux États-Unis, c'est le saut dans le vide quoi. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Donc voilà. Ouais, c'est beau, symboliquement. C'est très cool. Ouais. Et alors du coup, c'est une anticipation alors ? Ah là, on est clairement dans l'anticipation, 100%. Tu veux nous montrer le plan alors ? Ouais. Elle se prépare, elle se concentre. Et elle y va. Ça, c'est trop bien parce que je trouve que l'anticipation, c'est une règle d'or dans l'animation, mais c'est aussi l'idée de préparer quelque chose. C'est Ollie Johnston, je crois, qui disait que quand il faisait un plan d'animation, 80% c'était de la préparation. Ok. Avant de toucher le crayon, donc lui c'était le crayon, mais là ça pourrait être avant de toucher l'ordinateur, il y avait 80% d'anticipation dans sa tête, de préparation. Et en fait, quand tu fais de l'anticipation dans un plan, en anime, c'est un peu la même idée que tu veux transmettre au spectateur. Tu veux le préparer à quelque chose. C'est exactement ça. En fait, avant de me lancer dans la scène 3D, j'étais obligé au moins de prendre quelques minutes, soit pour dessiner, ou soit simplement pour juste intérioriser le truc, quoi. Genre me dire, qu'est-ce que moi, dans cette situation, Izzy, en fait, elle a peur de l'espace. C'est vraiment sa pire crainte au monde, et elle est face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, complètement, genre la respiration, ce qui est hyper important, parce que souvent, on oublie justement la respiration des personnages en animation. C'était mon défaut pendant des années. Et quand j'ai appris que en fait, les personnages aussi, même virtuels ou 3D en animation, pouvaient respirer, ça change tout. Parce que du coup, ça aide, ça donne du mouvement, ça donne des élans. En fait, un élan, c'est genre le momentum, tu vois, genre le moment où tu vas partir, tu vois. En fait, ce que j'aime bien aussi avec le principe de l'anticipation, c'est que l'animation, c'est du mouvement, donc c'est de l'énergie. Ouais. Et l'anticipation, c'est le moment où tu fais le plein d'énergie. Tu vois, c'est comme si tu te charges avant de partir. Complètement. Et comment en fait tu gères ça ? Parce que du coup, l'anticipation, c'est pas non plus du mouvement. Tu vois, c'est vraiment, ça anticipe, c'est le truc avant. Ouais. Quoi. Moi, j'avais un prof d'animation qui s'appelle Michel Rimbaud, qui parlait de point chaud. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, toi tu parlais d'énergie, concentration d'énergie, en fait lui il parlait de point chaud. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut penser que dans ton personnage, il y a un point chaud et il est quelque part dans le corps. C'est-à-dire que quand du coup, Izzy, elle est accrochée là, son point chaud, on peut dire qu'il est dans le ventre, tu vois. Ouais. Et après, elle fait
Et du coup, le point chaud, il monte pour après la porter vers l'extérieur. Ben, pareil, si l'exercice qu'on avait fait à l'époque à Gobelin, c'était un joueur de volley qui lance le ballon et qui tape. Point chaud, pareil en fait. Ça monte dans le bras, boum, impact. Donc en fait, il faut réfléchir comme ça. Si tu as des anticipations à faire, donc une préparation au mouvement, pensez à où est ce point chaud. Le rig, c'est quelque chose d'assez rigide au départ, la modélisation, tout ça. Et ben le point chaud, en fait, ça te permet d'avoir cette sensation, tu visualises quel contrôleur tu peux utiliser, tu peux visualiser déjà, tu vois l'anticipation dans ta tête, qu'est-ce qui va advenir. Puisque souvent les rigs assez complexes, il y a genre des centaines, voire des milliers de contrôleurs et de petits trucs. Et ben le point chaud, c'est une grosse balle. Et tu sais que dans ton plan, la balle elle va faire ça, partir. Et ben du coup, tu dois habiller cette balle avec ce personnage compliqué. Et voilà, c'est un truc qui m'est resté un petit peu comme une règle de grammaire, un peu qui me vient tout le temps dès que j'ai envie de chercher quelque chose de beaucoup plus simple que ce que j'ai dans ma tête. Des fois, je dis attends, Charlie, qu'est-ce qu'on fait? Où c'est qu'on peut aller pour aller vraiment droit au but? Point chaud, boum, facile. Et ce point chaud, en fait, du coup, ça me fait penser. Enfin, l'anticipation, c'est juste après le squash and stretch dans les règles. Et quelque part, il y a aussi cet exemple de la ball qui se squash, qui se stretch, et qu'on dit, bah, tu vois, quand tu animes par exemple un écureuil ou un perso qui marche, voilà, pense toujours au squash and stretch. Imagine que c'est la simplification ultime, quoi. Donc une boule. Là, le point chaud, c'est un peu cette même idée de simplifier le truc à son énergie initiale, quoi. Et souvent, je trouve que l'anticipation, elle peut être liée au squash and stretch, où le squash va pouvoir souvent être lié à une anticipation et l'action va être dans le stretch. Moi, je dirais qu'en fait, si on parle du squash and stretch, c'est vraiment un principe. Et si tu l'ajoutes à l'anticipation, pour moi, tu ajoutes de la vie. C'est-à-dire que si tu as une balle qui fait ça, il y a forcément, par conséquence, des squash and des stretch. Mais c'est logique. Quand tu mets de l'anticipation, c'est que tu mets une intention. C'est-à-dire qu'en fait, cette balle devient vivante. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est des anticipations qui sont claires. Il y a des anticipations qui sont parfois beaucoup plus subtiles, comme tu disais, par rapport aux respirations. À Guff, tu avais fait quelques plans de Grou et de Max qui étaient... En fait, j'ai eu la chance d'être dans l'équipe de Ludovic Rose sur la production de DM3. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à ce moment-là, en fait, j'étais pas grand-chose en termes de niveau. Je sais pas, je pense que j'étais junior à ce moment-là. Et lui, il me dit, écoute, Charlie, on y va, je te file un bon plan. Et du coup, très vite, j'ai été face à plein de problèmes. C'est-à-dire comment, c'était un plan qui était long, il y avait 2 persos, il y avait des interactions, il y avait des props. J'étais assez perdu. Et en fait, c'est lui qui m'a accompagné en fait, dans le processus de création et qui m'a dit comment on articule un grand plan, comment on articule de l'acting avec de la body mécanique. Et à un moment donné, pareil, il y a Grou qui parle à sa maman et qui impulse du coup un mouvement vers elle. Et c'est lui qui m'a dit, Charlie, si tu as besoin justement de cette énergie pour partir, au lieu de dire t'es là, t'es statique et tu pars, fais-le respirer ou monte les épaules et tu pars, tu vois. Et du coup, c'est clairement visible dans mon plan. Wait, what? It's true? You never told me I had a brother, and you told me that dad died of disappointment when I was born. Yeah, that was the agreement. You never told me I had a brother. You never told me I had a brother. Il y a un moment donné où il charge l'énergie, tu vois, il prend du coup la photo, et du coup il délivre en fait, point chaud, et ça revient. Et ça donne du coup quelque chose qui est assez naturel. C'est pas forcément quelque chose qu'on ferait à 100% dans la vraie vie, mais justement là on parle d'animation, on parle d'être clair avec ce qu'on veut présenter au public. Il faut être aussi, comment dire, il faut vraiment porter son attention sur où va le regard du public. On a 2 personnages, on a un plan qui est plutôt large. C'est important de pouvoir marquer en fait certains moments importants pour dire ok, là il se passe quelque chose, il a sa main dans son manteau, il cherche quelque chose. En faisant ça, on insiste, tout est fait pour que notre regard se dirige vers là pour après être porté vers la maman. Voilà. Oui, ça rend toute l'action plus claire en fait. Complètement. Et à l'opposé, on a des anticipations qui sont cartoon. On avait bossé ensemble sur le Grinch, et tu avais un plan, une anticipation un peu plus cartoon. Pareil, alors c'est assez subtil, mais c'est vrai que le plan en général, on peut le caractériser de cartoon, mais c'est juste à un moment donné où du coup il est sur un balcon, et pareil, il est au bout parce que ses bras sont tendus, mais il a besoin de chercher l'énergie pour pouvoir se remonter. Donc du coup on voit à ce moment-là qu'il fait genre un petit et du coup c'est assez clair aussi là.
il est au bout de ses forces, il se retient et il y va. Ouais, c'est le petit coup de tête en arrière. Exactement. Ouais. Franchement, je crois qu'on est bon, Charlie. Bah ouais, hein. Ouais, non, franchement, c'était trop cool. Merci, Charlie. De rien. C'est good. Alors je reprends mon animation de dingo là où je l'avais laissé pour ajouter le principe d'anticipation. Et comme on l'a vu avec Charlie, les anticipations peuvent être très subtiles, très légères. Avec dingo, je vais forcément aller dans le sens opposé. On va faire quelque chose de très cartoon. D'abord, je dois le sortir de son état de stupeur qu'il avait dans la dernière anime. Donc changer d'expression et faire un grand oui de la tête. Un peu comme pour dire au spectateur ou au narrateur, je sais pas encore. Ouais, j'ai compris, il faut que je me mette en mouvement. Puis il va remettre son chapeau sur sa tête. Alors il pourrait le lancer en l'air et le faire atterrir sur sa tête. Ça c'est quelque chose de très goofy-esque. Et c'est peut-être l'occasion de faire un joli mouvement de bras et de stretcher à fond le chapeau. Et alors j'en profite pour rappel, je prépare avec des amis animateurs une formation d'animation. Et si vous êtes intéressé et que vous voulez suivre et faire partie de l'élaboration de cette formation, vous avez un lien dans la description pour en savoir plus. Alors ensuite l'idée, c'est qu'il prenne son élan pour sauter en avant. Et une des règles qu'avait énoncé Art Babbitt, le créateur de Goofy, c'est que Dingo, quand il doit aller d'un point A à un point B, il choisit toujours le chemin le plus compliqué. C'est un peu la philosophie de Goofy. Ouais. Donc, au lieu de se mettre tout de suite dans une position accroupie, les bras en arrière, mais il pourrait faire un mouvement complètement absurde où il fait un petit saut en arrière et frappe dans ses mains. J'ai vu ce mouvement en fait dans un des cartoons de Dingo et je l'aime beaucoup ce mouvement. Donc je vais reprendre l'idée et je vais le faire viser après avec ses bras, avec un air hyper sérieux et concentré. Parce que ça, je pense que c'est vraiment la personnalité de Goofy, c'est de faire très sérieusement des actions absurdes. Puis je vais finir par cette pause d'anticipation du saut et je vais cliner au crayon noir tous mes dessins pour qu'ils se voient un peu plus au line test que la dernière fois. Voilà, donc je termine cette pause d'anticipation, mais au final, c'est tout le mouvement que j'ai fait là qui est l'anticipation du futur saut. C'est toute la poésie de Dingo. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le prochain principe.